que j'avais demandé là-bas? De savoir si une entreprise peut avoir un stock de services. Et la deuxième, c'était de savoir si les emballages ou les bouteilles de la brasserie concernant les stocks ou les immobilisations. Voilà. Mais qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme conclusion? Donc, la dernière fois, on a présenté les rubriques du bilan, on a vu les charges immobilisées, ce que c'était les immobilisations incorporelles, les IMO corporels, les IMO financiers, les stocks. Donc, on était au niveau des stocks. Les stocks, on a posé la question ici de savoir si les emballages, les stocks de bouteilles, enfin, les bouteilles et les casiers, qui sont les emballages récupérables chez Brasco, étaient des immobilisations ou des stocks. J'ai posé le cas la fois dernière. Qui peut nous répondre à ça? Je suis basé sur les recherches que vous avez faites. Normalement, vous avez fait des recherches. On a eu une semaine quand même, hein, Alexis? Hein? Vous n'avez pas fait des recherches? Pour vous, d'après vous, qu'est-ce que ça constitue? Parce que la dernière fois, on a identifié, on a défini les stocks, on a défini également les immobilisations. On a dit que l'immobilisation, c'est un bien qui est détenu par une entreprise et qui est destiné à être donc utilisé de manière durable, c'est-à-dire au-delà d'un an. Ça, c'est une immobilisation. Un stock, on a dit que c'était un bien qui était détenu dans le cadre du cycle d'exploitation de l'activité d'une entreprise. Et donc, c'est un bien qui est utilisé normalement dans le cycle d'exploitation, donc sur une durée inférieure à un an. Ça, c'était un stock. Maintenant, basé sur cette définition, est-ce que on peut donc dire si un emballage récupérable tel que la bouteille ou le casier est un stock ou une immobilisation? C'est un stock. Basé sur ça, lui dit que c'est un stock. Pourquoi c'est un stock? Parce que c'est quelque chose qu'on met en provision pour pouvoir exploiter. Qu'on met en provision. Je peux aller terre à terre, qu'on garde, pour pouvoir exploiter le gain de l'entreprise. Oui, mais le casier, la bouteille, c'est pas utilisé juste sur le site d'exploitation inférieur à un an. Le casier de la bouteille est utilisé au-delà d'un an. C'est d'accord avec moi. On réutilise, on affecte chez le client, après on récupère, on réutilise, on affecte encore, on récupère, pendant même 10 ans, 15 ans, 20 ans. Que fais-tu de ça? Quelqu'un d'autre? C'est une immobilisation. Pourquoi? Tu ne fais pas faire du que c'est pas parce que j'ai dit là-bas que... Bon, pourquoi c'est une immobilisation? C'est un bien que l'entreprise utilise à tout moment. Oui. Après? Je dirais qu'il y a les deux cas. Il peut être non comme un stock aussi. C'est une obligation parce que c'est un bien durant pour l'entreprise. Tu as changé de position. Est-ce que Brasco vend des casiers? Non, mais une immobilisation n'est pas destinée à être vendue. Une immobilisation est destinée à être utilisée dans le cadre de l'activité. Ici, il faut simplement dire que, en réalité, certes, c'est utilisable sur, on va dire, sur plusieurs exercices, c'est-à-dire c'est utilisable de façon durable dans le cadre de l'activité, mais on ne saurait, ou on considérerait ces emballages en immobilisation si et seulement si, alors là il y a une condition, si et seulement si ces emballages, donc ces emballages récupérables, étaient identifiables. Ah, la condition c'est ça, on verra ça quand on verra les stocks. On verra quand on verra les stocks, il y a ce qu'on appelle les emballages récupérables identifiables et les emballages récupérables non identifiables. Donc c'est un emballage récupérable, d'accord, ok, c'est utilisable sur plusieurs exercices de manière durable, ok, mais il y a une condition qui fait que ça ne soit pas une immobilisation, c'est parce que ce n'est pas identifiable. Or, les immobilisations, parmi les conditions fondamentales, c'est le caractère identifiable. Une immobilisation doit pouvoir être identifiée de manière distincte d'une autre immobilisation. De telle sorte que ça permette un inventaire et que ça permette, après une cession éventuellement, le cas échéant. Mais s'il n'y a pas d'identification,
Vous ne pouvez pas, bonsoir, s'il n'y a pas d'identification, vous ne pouvez pas dire que telle immobilisation est distincte de telle autre. L'immobilisation, elle est individuelle, individualisable. Et donc, pour qu'elle soit individualisée, il faut le caractère identifiable. Voilà la distinction fondamentale. Du coup, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas dire que, bon, vous allez prendre telle bouteille ou tel casier, d'accord? Supposons que vous les mettez en immobilisation. Vous n'allez pas dire que vous allez prendre telle bouteille ou tel casier, que vous allez mettre au rebut, par exemple, ou que vous allez vendre. Vous ne pourrez pas faire donc cette différence-là qui vous permettrait de pouvoir faire la gestion de ces immobilisations. C'est pourquoi on ne les met pas en stock, en IMO, mais on les garde en stock. Par contre, il y a d'autres emballages qui sont récupérables et identifiables. On peut prendre l'exemple des conteneurs. Les conteneurs sont des emballages aussi. Qui est d'accord avec moi dessus? Vous êtes d'accord avec moi, non? Les conteneurs sont des emballages. C'est des emballages aussi qui sont récupérables, mais cette fois-ci, ils sont identifiables. Parce qu'on peut très bien différencier un conteneur d'un autre. Vous êtes d'accord avec moi? Par les numéros de série, on peut très bien différencier. Mais une bouteille, un casier, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi, en fait, la brasserie avait choisi, pour des questions, pour éviter que ce soit très compliqué après à gérer, parce qu'une immobilisation entraîne un amortissement. D'accord? Parce qu'il faut savoir ça. Le caractère identifiable ici permettra après de pouvoir amortir. Vous ne pouvez pas avoir une immobilisation sans amortissement, c'est impossible. Or, si vous n'identifiez pas la bouteille en question ou le casier, comment vous allez pouvoir l'amortir? Vous comprenez? C'est ça en fait la distinction. Alors donc, stock, créances et emploi. Donc il y a les créances qui sont là. Les créances, j'avais dit la fois dernière que les créances sont donc des biens. C'est un droit réel que l'on dispose sur quelqu'un. Et donc, les créances, c'est quoi? C'est l'argent que l'on vous doit. Ok? La distinction d'une dette, c'est l'argent que vous devez. J'ai dit la fois dernière. Alors, à côté de l'actif, vous avez également, j'avais dit la fois dernière qu'il y a 3 rubriques au niveau de l'actif. Quelles sont ces 3 rubriques? Je peux vous les rappeler rapidement. Qui peut me les rappeler? Moi, je voulais en fait mettre le tableau sur une chaise. Je suis gentil. Oui. Je suis arrivé un peu tard. Sur la différence entre l'immobilisation et le stock. Vous pensez que ces casiers ou ces emballages sont des stocks? Non, des stocks, voilà, pas des immobilisations parce qu'ils n'ont pas un caractère identifiable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas différencier clairement une bouteille alpha d'une bouteille bêta ou un casier alpha d'un casier bêta. Mais dans la mesure où ces immos sont conservés pour plus tout à fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, certes, il y a cette condition-là, enfin, il y a ce critère qui est rempli de durée qui est supérieur à un autre, certes, mais il y a un autre critère sur l'identification. On ne peut pas identifier distinctement une bouteille donnée d'une autre, parce qu'une immobilisation entraîne un amortissement. Sachant qu'on ne peut pas distinguer, tu ne peux pas amortir une bouteille alpha ou un casier alpha, parce que tu ne peux pas l'identifier. Et si tu ne peux pas l'identifier, tu ne pourras pas non plus après donner la durée d'utilisation, etc. Et quant à la deuxième question oui, sur un stock de service. Alors, qui peut essayer de répondre à ça? Quand vous réfléchissez, vous dites quoi? Est-ce qu'on peut stocker un service? Je dirais non. Hein? Tu diras non. Bon, les autres? Non. Non plus. Les autres? Moi j'ai toujours dit
que lorsque je pose une question, il faut souvent toujours beaucoup réfléchir parce que généralement, derrière la question, il y a souvent des pièges. Hein, parce que c'est pas d'emblée comme ça qu'on peut donner une réponse. Derrière, il y a souvent une piège. Alors, donc, vie d'immobilisation, si il y a des stocks de service. Ça existe, des stocks de service. Bon, alors là, quand on dit stock de service, ça ne veut pas dire que vous aurez un service comme ça que vous allez tenir en vos mains, que vous allez aller stocker dans un magasin. Non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi en fait? C'est qu'on fait l'exercice. Je vous prends l'exemple de nous qui fournissons des services, qui sommes en cabinet. Vous avez un service que vous devez fournir, qui doit s'étendre sur, qui doit prendre, en supposant 6 mois. D'accord? Vous arrivez, vous avez commencé ce service en novembre, il doit terminer en, je sais pas, février 2017, supposons février-mars 2017. Quand vous arrivez en fin d'année 2016, il y a une partie de ce service qui a déjà été réalisée. D'accord? Et donc, il y a des charges que vous avez supportées inhérentes à ce service-là qui doit terminer en mars 2017. Et donc, la partie correspondant à ces charges-là qui ont été supportées sur 2016, on appelle ça stock de service. En attendant justement que le service puisse terminer en 2017. Voilà. Voilà dans quel cas on a des stocks de service. Oui. Oui. On ne parle pas de stock de service lorsque le service ne s'étale pas sur 2 années. Alors. Voilà, exactement. Il faut qu'à une date donnée, à la fin de l'année, quand on va faire l'inventaire, il faut que le service soit en cours. S'il n'est pas en cours, on peut parler de stock. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Et on prend exactement le même cas pour les entreprises de BTP qui doivent par exemple réaliser des travaux, d'accord? Supposons qu'ils doivent s'étaler, je donne un exemple bête, sur 10 mois. Donc arrivé à la fin de l'année, si le bâtiment ou le travail en question, les travaux publics ne sont pas achevés, on arrive à la fin de l'année, la partie des dépenses ou des charges qui ont été engagées, en fin d'année, on doit les stocker. Voilà. Bon, on va peut-être après plus tard les mécanismes tout comme de stocker ça. Oui. Voilà, donc au niveau de l'actif, quelles sont les différentes rubriques qu'on avait identifiées la fois dernière? Il y avait l'actif immobilisé, Voilà. l'actif circulant, Donc l'actif, immobilisé, il y avait l'actif immobilisé, l'actif circulant, l'actif circulant, et la trésorerie active. trésorerie active. Et donc, au niveau de l'actif immobilisé, quelles sont les différentes rubriques qu'on avait identifiées? Ça y est là. Il y a charge immobilisée d'abord. Immobilisation incorporelle. Immo corporel. Et immo financier. Donc, actif circulant, on avait identifié les stocks, on a identifié les créances clients. Ensuite, il y a les autres créances. Dans la trésorerie active, il y a banque, caisse, principalement. Alors, donc voilà, ça c'est au niveau de l'actif. Maintenant, au niveau du passif. Au niveau du passif, allez-y, j'avais dit ça la fois dernière, les capitaux propres. Les dettes financières, Les capitaux propres, les dettes financières, le passif circulant passif circulant, et la trésorerie du passif. la trésorerie passive. Passif.
Au niveau des capitaux propres, donc vous avez principalement le capital, on va voir plus tard. Donc il y a capital, les résultats, principalement, autre chose, principalement c'est ça. Dette financière, vous avez les dettes de crédit, les dettes envers les banques, etc., établissement de crédit. Vous avez les provisions aussi dedans. Ici, il faut préciser provisions pour risques et charges. Les charges, tout ça, on va voir ça. Au niveau du passif circulant, vous avez les fournisseurs, vous avez les dettes fiscales, vous avez les dettes sociales. Les dettes sociales, c'est les dettes au personnel, les dettes à la CNSS. Les dettes sociales, il y a les dettes aux associés, et puis il y a autre dette. Trésorerie passive, vous avez principalement les banques découvertes, bon, principalement ça. Voilà en gros votre bilan, comment il est. Donc voilà ce qu'on a dit là, passif. Alors le bilan et le résultat. Alors, le bilan fait apparaître non seulement les ressources mises à disposition de l'entreprise, mais aussi celles que son activité a permis de créer ou de générer. Voilà. Ou à l'inverse, elle a entraîné la disparition. Elle rend compte de toutes les opérations qu'elles aient ou non une influence sur le résultat. Alors, il y a ce qu'on appelle par les opérations sans influence sur le résultat, et il y a ce qu'on appelle par les opérations avec influence sur le résultat. Les opérations sans influence sur les résultats, ce sont des opérations que l'entreprise réalise qui entraînent ni enrichissement ni appauvrissement. Donc qui entraînent ni charge ni produit. Il y a plein d'opérations comme ça. On donne un exemple ici. Un commerçant fonde une entreprise à laquelle il apporte 15 millions qu'il dépose en banque, un immeuble évalué à 10 millions. Est-ce que c'est une opération qui a une incidence sur le résultat? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Basé sur la définition que j'ai donnée tout à l'heure d'une opération sans influence sur le résultat. Je reprends, une opération sans influence sur le résultat, c'est une opération qui n'entraîne ni charge ni produit. Ni charge ni produit. Ça entraîne en réalité qu'un mouvement de poste à poste du bilan. Un mouvement de poste à poste du bilan. Mais ça n'entraîne aucunement un mouvement ou des flux de résultats, notamment des comptes de produits ou de charges. Ça n'entraîne ni produit ni charge. Alors je pose la question ici. Un commerçant fonde une entreprise à laquelle il apporte 15 millions qu'il dépose en banque et un immeuble évalué à 10 millions. Est-ce qu'on est en face ici d'une opération de résultat? Ou disons une opération avec influence sur le résultat. Hein? Réfléchissez. Il faut décortiquer. Quand on fait une analyse, il faut décortiquer l'opération. On vous dit, il apporte une entreprise à laquelle, enfin il fonde une entreprise à laquelle il apporte 15 millions. Déjà les 15 millions là, on considère ça comme quoi? Capital. Déjà capital. Voilà. Déjà, en disant capital, est-ce que le capital, c'est une opération ou est-ce que c'est un compte de résultat? Non. Non, mais c'est un compte de bilan. D'accord? Là déjà, on est face. Qui dépose en banque. La banque, est-ce que c'est un compte de résultat? Oui. Quoi? Parce qu'il y a une opération qui va s'effectuer. Oui, mais c'est une opération de banque. La banque ici, tu vois? C'est la trésorerie, c'est le bilan. Ensuite, et un immeuble évalué à 10 millions. Immeuble pareil, c'est une immobilisation. Donc, dans toute l'opération, il n'y a pas un mouvement de résultat, c'est-à-dire il n'y a pas un mouvement qui entraîne un produit ou une charge. Et ce genre d'opération, on appelle ça opération sans influence sur les résultats. Et ce sont ce genre d'opérations-là qui n'enrichissent ni n'appauvrissent l'entreprise.
Mais les opérations qui enrichissent ou appauvrissent, c'est les opérations qui ont une influence sur les résultats. Ce sont ces genres d'opérations qui influencent et donc enrichissent lorsque les produits sont supérieurs aux charges ou appauvrissent si les charges sont supérieures aux produits. Alors donc, voilà, on emmène un bilan comme ça. Le bilan de départ, il est là. Bâtiment 10 millions, donc 15 millions, capital propre 25 millions. Vous voyez que là, on a équilibré et tout. Il n'y a aucune incidence sur les résultats. Voilà. D'un côté, il y a le passif qui est là de 25 millions, de l'autre, il y a l'actif qui est équilibré de 25 millions. Point barre. Il n'y a aucune incidence sur les résultats. Alors maintenant, quand on vient ici, le commerçant achète 2 millions de marchandises à crédit, 1 million de marchandises au comptant qu'il règle par chèque bancaire. Les 2 millions de marchandises à crédit qu'il achète. Ok? Est-ce que c'est une opération qui a une incidence sur le résultat? Oui, Oui. Pourquoi? parce que c'est pas la totalité du montant de marchandises qui est versé. Non. Il y a un mouvement qui s'effectue là. Ok. Il prend une marchandise 2 millions à crédit. Donc il veut dire qu'il doit rembourser et restituer. Oui, il doit rembourser. Oui, restituer. Mais est-ce que ça a une incidence sur le résultat? Si je me permets, je pense qu'il va avoir une influence sur le résultat, dans la mesure où, en achetant à crédit, en recevant la marchandise à crédit, il s'enrichit, et lorsqu'il va payer, il va s'appauvrir, donc je pense qu'il y a une incidence sur ça. En recevant, il s'enrichit. En même temps, en recevant, il s'enrichit, mais il a une dette. Il y a des charges. Non, il a une dette. Et la marchandise qu'il reçoit, c'est 2 millions. La dette qu'il a en face, c'est 2 millions. Quand vous contrebalancez, ça vous donne quoi? Ça se neutralise. Ça fait 0. Donc, est-ce qu'il y a une incidence sur le résultat? Non. C'est ça qu'il y a une échéance au niveau du crédit. Il ne paye pas automatiquement. Oui, même s'il paye pas automatiquement. D'accord? Il se trouve que c'est une dette. D'accord? Et comme c'est une dette, elle est là, elle est au niveau du passif. De l'autre côté, vous avez l'actif qui est là, la marchandise qui rentre, du même montant. Et donc, la créance que vous avez, ou disons l'actif que vous avez qui représente le stock, qui est de 2 millions, et le passif de l'autre côté, qui représente le moyen par lequel vous avez financé ce stock, qui représente 2 millions, quand vous faites la différence, pour avoir votre situation, ça vous donne 0. Or, les opérations de résultat, on va le voir après, plus tard, que les opérations de résultat font varier la situation nette. Ça, c'est la caractéristique fondamentale d'une opération de résultat. Une opération de résultat fait varier le patrimoine à la hausse ou à la baisse. À la hausse quand les charges sont supérieures aux produits, et à la baisse, non, à la hausse quand les produits sont supérieurs aux charges, et à la baisse lorsque les charges sont supérieures aux. Donc, mais quand tu n'as pas de variation du patrimoine, c'est une opération sans influence sur les résultats. Ok? On va voir après quels sont les types d'opérations. Alors, 1 million de marchandises au comptant qui règle par chèque. Donc, d'un côté, tu as la marchandise qui rentre, 1 million. De l'autre, tu as la diminution de l'avoir en banque de 1 million qui se neutralise. Ok? Alors, exemple 3, le commerçant prélève en banque 300 000 pour alimenter la caisse. Alors, est-ce que là, ça a une incidence sur le résultat? Non plus. Je reprends les opérations qui n'ont pas d'incidence sur le résultat. C'est des opérations simplement qui font générer des opérations, des mouvements de poste à poste du compte du bilan. Et lorsque il y a ces mouvements de poste à poste du bilan, vous n'avez pas une incidence sur les résultats. Et donc, vous avez ici, on vous dit, prélève en banque 300 000 pour alimenter la caisse, donc on diminue la banque, on augmente la caisse pour le même montant. Vous voyez que ça s'annule.
achète pour 650 000 un véhicule qui paie par chèque bancaire. On augmente ici le matériel de transport de 150 000, mais on diminue ici la banque qui paie par chèque. On diminue ici la banque de même montant. Donc ça s'annule. Verse par chèque bancaire un acompte de 500 000 à son fournisseur. On diminue la banque, on diminue aussi le fournisseur. Ça s'annule. Ça n'a aucune incidence. Ça veut dire que le patrimoine, fondamentalement, n'a pas changé. C'est ça une opération qui n'a pas d'influence sur le résultat. Le patrimoine ne bouge pas. Or, ici, vous allez voir, on va prendre des exemples des opérations qui font varier le résultat. Si les opérations du type précédent sont fréquentes dans la vie de l'entreprise, elles ne constituent en quelque sorte que l'accessoire de son activité. Son but, en livrant à ses clients des biens et services dont la production a nécessité qu'elle consomme d'autres biens, est de dégager un résultat. Donc le résultat, c'est quoi? C'est le gain ou la perte qui est réalisée de l'activité. D'accord? Alors, on prend un exemple. Un commerçant vend à crédit à un client pour 1 900 000 un lot de marchandises ayant coûté 1 200 000. Alors là, ça commence à changer. Le commerçant vend 1 900 000 des marchandises qui ont coûté 1 200 000. Vous voyez par là qu'il y a déjà un résultat qui est dégagé. On a acheté à 1 200 000, on a vendu à 1 900 000. Donc, ce gain-là, entre guillemets, déjà vous permet de vous enrichir. Et comme ça vous permet de vous enrichir, on dit que c'est une opération qui a une incidence sur le résultat. Et donc, après, ça va faire varier la situation nette, on fait le patrimoine. À l'actif, un poste client apparaît et la valeur des marchandises est ramenée à 1 800 000 au passif, équilibré le bilan des capitaux propres sont portés à 25 700 000. Ça, c'est après dans le détail. Alors, donc ça, c'est le bilan après avoir intégré l'opération en question. On va voir ça dans les explications plus tard. Alors, le bénéfice de 700 000, donc issu de 1 900 000 moins 1 200 000, là, le bénéfice de 700 000, vient augmenter les ressources propres de l'entreprise ici. Donc, les capitaux propres, il faut retenir que ce qui fait varier les capitaux propres, ou la variation des capitaux propres, est égale au résultat. Et mathématiquement, nous on schématise ça comme ça. On dit variation des capitaux propres égale résultat. Ce qui veut dire en fait que le résultat est interprété de deux manières. Soit il est la résultante de la différence produit moins charge, soit il est la résultante de la variation du capital. Et exactement ça vous donne la même chose mathématiquement. Alors donc, bilan numéro 5, on dit si les marchandises avaient été vendues à perte pour 1 million, le bilan se présente comme suit. Les capitaux propres, vous voyez, ils ont varié ici. Ça a varié. Donc c'est passé de 25 millions à 24 800 000. Donc vous voyez qu'il y a une variation qui a entraîné donc que les capitaux propres bougent. Donc ce qui fait varier les capitaux propres, c'est le résultat d'une période à une autre. Alors, dans les faits, toutefois, on préfère nettement distinguer la situation nette de début du résultat consécutif à l'activité. Celle-ci demeurant inchangée, on équilibre le bilan en faisant apparaître parmi les ressources au passif un post-résultat. Donc en fait, on verra après que en réalité, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? On fait apparaître la situation en début de période et la situation en fin de période. La situation en fin de période, quand vous allez la comparer à la situation de début, ce qui va faire changer donc cette situation-là, ou ces capitaux propres, c'est le résultat. Et donc, on vient le positionner sur une ligne distincte, ici, là. Donc, au lieu de mettre capitaux propres 25 700 000, on met capital 25 millions parce qu'il est resté comme tel, et on fait apparaître une ligne appelée résultat, qui vient ici bien montrer le fait que les capitaux propres ont changé, ou ont varié par rapport au résultat. Ok? Super. Oui. Là-dessus, c'est parce que c'est en respect du principe qui voudrait que le capital soit intangible. Voilà pourquoi on a créé la Résultat, exactement. Et ce qui fait varier le capital en lui-même ne sont que des opérations spécifiques, genre augmentation du capital, diminution du capital, etc. Alors, voilà, ça c'est maintenant donc la partie concernant la perte de 200 000. La banque a la perte de 200 000 qui vient donc figurer comme ça.
Et donc, ce qui fait que, si on parle de capitaux propres, comme j'avais dit précédemment, pour parler de capitaux propres, il faudra faire capital plus résultat. Et quand vous faites capital plus résultat, il faut faire 25 millions moins 200 000, ça fait 24 millions 800. C'est là où après, dans l'acte uniforme Rwanda, il y a une disposition qui dit que les capitaux propres ne doivent pas être inférieurs à la moitié du capital. Et c'est à partir de là qu'on détermine ça. Vous calculez vos capitaux propres, vous les comparez maintenant à la moitié du capital. Pourquoi on le dit? C'est parce qu'en réalité, les capitaux propres représentent la situation financière. Ils représentent une garantie, si vous voulez, des tiers. Donc si vos capitaux propres ne sont pas suffisants, vous ne pouvez pas rembourser éventuellement les tiers en cas de problème. C'est pourquoi on fixe, on cap, on dit. Et donc, ce qui constitue, si vous voulez, la force ou la pérennité d'une entreprise, c'est le résultat. C'est pourquoi la définition économique, on vous dit qu'il faut maximiser les bénéfices. Parce que quand une entreprise rentre en perte, surtout quand c'est des pertes accumulées, on va devenir comme des guerres. Dépôt du bilan. On ne dépose pas seulement le bilan, on dépose aussi des aéronefs. Donc une entreprise, c'est pourquoi les entreprises qui sont bien gérées, on surveille beaucoup ce truc-là. Résultat. Il faut faire du résultat. Le résultat, il doit être positif. Pas qu'il soit des résultats négatifs. Bon, pour les impôts, oui, mais pour les associés, et ils se rémunèrent dessus, il faut que le résultat soit positif. Ah oui. Sinon, le dirigeant, il va sauter. Déjà, on va appuyer un truc là. Toi, tu dégages parce que tu nous fais faire que les pertes. C'est pas bon. Alors donc, le bilan apporte bien ainsi une double information. Premièrement, il décrit les emplois ressources de l'entreprise et sa situation patrimoniale. Deuxièmement, il indique la variation de la situation nette qui est traduite par le résultat. Ok? Voilà, bon, là c'est terminé. On va prendre maintenant donc les applications. Sur ce chapitre-là. C'est où? Voilà le bilan. Je devais vous envoyer ça normalement. Alors donc on va faire les applications. Là où on va s'arrêter, on pourra s'arrêter. Dans le reste, je vais vous envoyer, puis vous allez nous faire ça sur copie, suivant des groupes donnés que je vais déterminer. Le premier groupe, ça sera. Vous êtes combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes 10. C'est-à-dire qu'il y aura 3 fois 3, 9. 3 groupes. Deux groupes de 3 personnes, un groupe de 4 personnes. Donc, le premier groupe, toi, plus toi, 2. Il y a 4 filles, et 3 personnes. Donc, chaque personne. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Premier groupe. Deuxième groupe, on va dire 1, 2. 1, 2, oui. Je dis. 3. 3. Ça fait 1, 2, 3. Il reste quoi? Il reste 2 personnes. 3. Les 3 personnes. Nous changeons de ils sont là. 1, 2, 3. Le 4. Le deuxième groupe de où, j'ai dit 1, 2, 3, et 3. Donc, il y a le groupe. Non, non, pas 1, 2, 3. Il doit avoir une fille. Voilà. Non. Ouais, et le dernier groupe, c'est qui? C'est 1. Qui d'autre? 2, c'est ça? Voilà. Donc voilà, mettez-vous par groupe. Ok? Mettez-vous par groupe. Mettez-vous par groupe. Et donc, on va commencer d'abord le premier cas. Là où on va s'arrêter, et puis le reste, vous allez continuer entre groupes. Ok?
Vous avez noté les groupes, notez les différents groupes. Essayez de noter ça, s'il vous plaît, comme ça je vais avoir ça. C'est toi qui commence. Lui. Donne ton prénom. Donc le maître, il faudrait me lancer, il faudrait imprimer ça. Il faudrait que j'imprime ça comme ça. Donc ceux qui ont des boîtes mail, je vais les leur envoyer par mail. Et l'idée c'est que jeudi, j'aimerais avoir ça sur les copies. Chaque groupe présentera son travail sur une copie. Hein? Hein? Le monsieur au fond. Votre prénom. Brel, Foutou. Et le monsieur en costume noir. Déby. Déby Alexis. Comme Idriss Déby. C'est le jeudi qu'on doit remettre ça. Idriss Déby. C'est le jeudi qu'on doit remettre ça. Je ne serai pas là. Oui, mais tu vas travailler dans le groupe. Tu dois travailler dans le groupe. Je vais donner un enveloppe. Mais tu dois travailler dans le groupe. Donc tu mets actif, il faut mettre montant aussi. Tu dis, tu subdivises actif. Tu mets actif montant. Voilà.
D'accord. D'accord, monter. D'accord. Avec elle? Non. Pourquoi? Déjà dans le passif, la construction de biens c'est en actif. Parce que c'est un bien. C'est en bien. Que du passif, on a les dettes. Et au niveau de l'actif, elle n'a pas vu la banque ou la caisse qui fait de la. La caisse est là. La caisse, elle a mis donc la banque. C'est pas mentionné là. Le matériel de transport est là. Elle n'a pas vu d'être envers Michel. Donc tu vois, en fait, la construction, c'est un bien. Ok, à ce titre, ça doit être un actif. Le passif, c'est les dettes. La dette envers les fournisseurs. Ouais. Dette envers les fournisseurs. 900 000. Ouais. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Alors, donc, pointons élément par élément. Capital, 7 500 000, c'est au passif, on est d'accord. Ensuite, caisse, 75 000, c'est à l'actif, on est d'accord. Créance sur les clients, 750 000, c'est à l'actif, on est d'accord. Banque, 525 000, on est d'accord. Dette envers les fonds. Ok. Dette envers Michel, 750 000, ok. Construction, 3 millions, ok. Marchandises, 2 700 000, ok. Matériel de transport, 2 100 000. Voilà. Maintenant, tu fais la somme de l'actif, tu fais la somme du passif. Tu dois avoir exactement le même montant. L'équilibre fondamental du bilan voudrait que total actif soit égal à total passif. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez faussé. Total actif fait combien?
à la clé. Passif. Mais 9 150 000. Non, non, ça c'est au passif. Ça c'est au passif. Oui, c'est bon, non? C'est bon. Donc tout à égal, tout à passif, c'est équilibré. Ok. Donc parfait. Bravo. Bravo, bravo. Vous voyez que la comptabilité, même au primaire, on peut faire ça, non? Certains cas, au primaire. Primaire, on va faire. Il faut qu'on insère ça au programme d'éducation nationale. Alors, donc, deuxième cas. Pas matin. Maintenant, s'il faut mettre par rubrique, à partir du deuxième bilan, il faut qu'on mette par rubrique. Ça, c'est quoi? C'est quelle rubrique? Actif circulant. Actif circulant. Ça, C'est la trésorerie active. la trésorerie active. Ça, Actif circulant. actif circulant. Ça, Actif circulant. ça, Actif immobilisé. ça, Actif, trésorerie de l'actif. ça, Actif immobilisé. ça, Capitaux propres. passif Passif circulant. circulant. Passif circulant. Donc maintenant, à partir du deuxième bilan, il faut qu'on mette par rubrique. Ok?
chez vous, il faut qu'ils soient là. Cas de Romélie, le chef d'entreprise, présente là, c'est le commentaire du bien, l'annonce en caisse, voilà, client. On va commencer par bâtiment, matériel et outillage. Tu ne devrais pas écrire dans ton truc le genre article sur l'ensemble. Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a de quoi pourquoi tu ne mets pas les revues? Je disais, je peux exactement poser son fil. Écoute, tu ne peux pas mettre les revues d'abord. Mets les revues d'abord, tu mets actif immobilisé, et puis après tu mettras les éléments à l'intérieur des revues. Juste abrégé. AI. Vous allez comprendre, non? Oui. On est déjà des experts, donc. Donc, le bâtiment. Le montant, c'est dans sa carte. La colonne. Le montant. Tu as client. Ah, c'est là, c'est quoi?
Actif sur financement. Elle est client. Client, la marchandise. Client. Marchandise. Marchandise en magasin. $1,150,000. Les emballages commerciaux. Bon, nous sous-entendons que c'est une créance pour l'entreprise. Oui, nous savons que c'est une créance. Un prêt, c'est une créance. Mais pourquoi on anticipe que... Ça devait être actif immobilisé. Pourquoi l'actif immobilisé? Non, ça devrait être à la trésorerie de Il la. faut simplement dire que vous avez supposé, par hypothèse, que c'est une créance, donc le terme est inférieur à 1 an, tout simplement. Parce que si on suppose que le terme est supérieur à 1 an, à ce moment, ce serait de l'actif immobilisé, immobilisation financière. C'est tout. On comprend. Ok, à Marie, ok. Fonds au chèque postaux. Ok, emballage commerciaux, marchandises, dette envers riche. La dette envers riche, je n'ai pas mis. Je n'ai pas fini. Réserve 12 500. Les réserves, c'est quoi? De quoi il s'agit? Est-ce que c'est des dettes financières? Est-ce que c'est du passif circulant, etc. Dans la réserve, si on est dans les capitaux propres. Oui. Les réserves, c'est des capitaux propres. C'est des capitaux propres parce que c'est en fait une partie du résultat. En fait. Comme le résultat, vous savez, c'est un capitaux propre. C'est pourquoi les réserves aussi sont. Donc les réserves, capitaux propres, là, c'est plutôt au moment qu'il fallait mettre ça. C'est-à-dire que tu as mis ça après associé, ça devait être avant associé. Donc en fait, dans capitaux propres, il fallait d'abord mettre capital, tu mettais un point d'interrogation, ou un X, ensuite tu mettais réserve, puisqu'on a demandé de déterminer le montant du capital. Et comment on va déterminer le montant du capital? Les matheux. Le total actif moins le total. Total actif moins total passif. Total actif moins total passif. Total actif Total actif, moins les. Faux. Celui qui trouve, je lui donne. Bonus. Un bonus. Hein? 100 €, je donne 100 €. Ça, c'est les euros. C'est celui que tout je donne 100 €. Je dois trouver là. Total actif, moins les dettes, plus les réserves.
Moins les dettes plus Plus réserve. réserve. C'est-à-dire dette plus réserve ou bien Non, en fait. Donc les dettes plus. Non. c'est mathématique. Hein. Tu dis dette plus réserve plus combien. Donc vous avez capital propre, pas capital propre, vous devez mettre dette financière on devait voir que c'est zéro et rien. Et après dette financière, vous devez mettre passif circulaire. Passif circulaire, on voit bien que c'est le centre des différentes rubriques. Non, le passif circulant devait venir avant associé, parce que l'associé c'est dans le passif circulant. Ici en fait c'est associé, on considère que c'est les dettes envers les associés en fait. Voilà, c'est pas associé au sens associé de capital. Personne? Personne? Trouver le capital. Elle a l'idée, hein? En fait, Non, je cherche comment. c'est pas vrai, hein? Bon, je reprends mes soins. Donc, en fait, vous déterminez d'abord les capitaux propres. Ok? Capitaux propres, on avait vu la formule la fois dernière, capitaux propres ou situationnel ou patrimoine est égal total actif moins les dettes. Une fois que vous avez déterminé vos capitaux propres, maintenant, posez votre formule, capitaux propres égale capital plus réserve. Ouais. Ensuite, vous tirez le capital. J'avais l'idée, mais tant mieux. Donc, je commence d'abord capitaux propres égale total actif moins dette. Non. Capitaux propres égale total actif moins dette. Tu détermines les capitaux propres d'abord. Tu détermines la valeur des capitaux propres. Tu mets capitaux propres égal. Tu leur demandes de calculer le total actif. Total actif égale à combien? Oui. Si on partait du postulat selon lequel Oui. les réserves sont, enfin je parle de la réserve légale, Oui. donc la loi veut que la réserve légale soit 20% du capital. Est-ce qu'à partir de la réserve légale, on peut pas Non. remonter vers le capital? Non. Alors le capitaux propre égale total actif. Donc tu prends le total actif. C'est la somme du total actif. 480. Parce qu'en fait, en réalité, les 20% c'est un maximum. Total actif. Le maximum de 20%. 81 C'est là que tu vois ça. Là, je me positionne le capital actif là-bas. On n'a pas le capital, tu pourras pas faire le total actif.
plus 87 500. Non, là-bas, tu as mis 48 125. 343 700. – 343 550. Oui. Ça, c'est le montant de capitaux propres. Hein. On a la réserve, le nombre de mois déterminer le capital. Puisqu'on nous dit que les capitaux propres égale à capital plus réserve. Donc ça, c'est le capital. Donc tu mets maintenant capitaux propres égale. Non, mais capitaux propres égale. Pose l'équation. Capitaux propres égale capital plus réserve. Capital plus réserve. Voilà. Et tu tires le capital. Moi j'ai toujours dit que la comptabilité c'est la cousine des mathématiques. Quoi. Parce qu'en fait il y a beaucoup de raisonnements mathématiques dans la comptabilité. D'ailleurs, ceux qui font souvent sciences ont une longueur d'avance sur les autres comptabilités. L'expérience a démontré que ceux qui font sciences s'en sortent souvent mieux que ceux qui font même G2. Même les G2, non. Donc capital égale, voilà, donc tu tires le capital égale à combien? Voilà. Voilà. Bon, on fait juste le 4-3 et puis on arrête. Et le 4-3, donc vous allez faire 4, 5, 6, 7. Alors le 4-3, un autre. Ça donne pas les mêmes montants, le résultat n'est pas le même. C'est pas équilibré. Le bilan n'est pas équilibré. Non. Vous avez capital propre égal, capital plus réserve. Il faut bien calculer.
Oui, mais c'est quoi? Capital égal. Vous avez bien calculé là, 481. Vous faites 481 moins 137 552. 343. C'est 481, 250. Ouais. Moins combien? 137 750 ou 500. 137 500. Égal à 345, 43 750. Ouais. Non, non, c'est pas ça. 482 250. Ah, c'est pas ça. Quelle est la C'est 458 750. 750. C'est vraiment temps. 750, j'ai enlevé le 0. Moi, les dettes, ouais. Les réserves et les dettes associées, c'est le même montant. C'est le même montant. C'est le montant qui était juste. Le premier. C'est le premier qui est juste. Oui, ça donne. Ah. Ça gagne pour le tout. Moi que j'ai fait ça. Alors moi j'ai 318 750. Total du capital. Donc, capital.
78 750. Non. 78 750, c'est le montant du capital. Quand tu fais 78 750 plus 72 500, ça fait 331 250. Plus 72 500. Déjà, j'ai mal calculé. 318 750. 78 c'est quoi les capteurs propres? 318 750. Il y a un truc, parce que quand vous prenez les 12 500, là, Millions, associés, c'est combien? plus 87 500 de dettes, plus la dette envers riche 50 000, ça vous donne 150 000. Vous avez 12 500.